Bonsoir, Dr Rafi Walden. Vous êtes le président de Médecins pour les droits de l'homme. Bonsoir à vous, Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Alors, je voudrais qu'on revienne sur ce qui s'est passé tout à l'heure, par exemple, avec Benyamin Netanyahou, qui vient expliquer pourquoi l'usage de la force par Israël n'est pas excessif, comme l'ont dit les Américains, pourquoi Mahmoud Abbas dit des mensonges et pas Israël. Est-ce que vous trouvez que c'est le rôle d'un Premier ministre? Et pourquoi d'ailleurs Israël a-t-il toujours besoin de se justifier quand il y a des événements sécuritaires ici? Ce n'est pas toujours le cas d'autres pays qui ont aussi de ce genre de problème. Rafi Walden. Je crois que c'est tout à fait à notre honneur que on exige qu'on se justifie. Il y a des choses qu'on n'exige pas des Syriens ou de Boko Haram au Nigeria et dans d'autres pays. Le fait que nous faisons partie des nations, disons, du monde occidental, ça veut dire qu'on attend de nous une certaine conduite qu'on n'attend pas d'autres pays ou d'autres minorités ou d'autres organismes de terrorisme dans le monde, et surtout au Moyen-Orient. Vous êtes d'accord, Emmanuel Navon? Netanyahou a bien fait de venir expliquer tout à l'heure pourquoi Abbas était le menteur comme l'ont titré les journaux israéliens aujourd'hui. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Il est Premier ministre d'Israël, il a été élu pour représenter et défendre le pays, et il l'a fait dans un contexte qui l'exigeait. Parce que je vous rappelle que la veille au soir, Mahmoud Abbas a tenu des propos mensongers à la télévision palestinienne, non seulement en accusant Israël d'avoir tué un terroriste qui n'a pas été tué, qui est traité dans les hôpitaux israéliens par Israël, mais a finalement créé une espèce d'équivalence morale entre un terroriste qui a poignardé avec intention de tuer deux adolescents israéliens et leurs victimes. Donc il était important de mettre les points sur les i, comme on dit, de dire les choses, et surtout dans le contexte des remarques particulièrement inopportunes, pour ne pas dire niaises, du secrétaire d'État américain et de son porte-parole, qui ont parlé d'un usage excessif de la force. Qu'est-ce qu'un officier de police est censé faire, ou un policier est censé faire, lorsqu'il voit un terroriste poignarder un citoyen? Lui demander de cesser? Est-ce qu'un policier américain agirait autrement? C'était des propos graves. Et je pense que le Premier ministre avait le devoir, et a eu raison, de rappeler aux États-Unis que nous sommes un pays allié. Et vous parliez tout à l'heure de ce qu'on attend d'un pays démocratique. Très bien, mais il faut qu'il y ait le même standard pour Israël en tant qu'État pays démocratique occidental et les autres pays démocratiques occidentaux. Or, souvent, il y a trois standards. Un standard pour les dictatures et les organisations terroristes, un standard pour les démocraties, et un troisième standard pour Israël, où on en demande plus finalement que ce que font les États-Unis en Afghanistan ou ailleurs. Et donc, il faut exiger un même standard pour Israël et pour les autres pays démocratiques. Nous sommes fiers et nous avons raison d'être fiers de notre comportement. Mais il faut également rappeler aux pays occidentaux de garder le même standard pour Israël et pour les autres pays démocratiques et ne pas en créer un troisième, ce qu'ils font souvent. Rafi Walden, vous êtes d'accord? Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais je crois que le standard qu'il faut établir, c'est un standard très élevé auquel nous devons nous conformer. D'ailleurs, quand il s'agit d'usage de force, il y a quand même des images qui sont assez troublantes. Vous vous souvenez peut-être de l'image de cette jeune palestinienne, israélienne d'ailleurs, de Nazareth, qui brandissait un poignard, c'est vrai, mais qui était entourée de six soldats qui pointaient les armes envers elle. Elle ne mettait aucun d'eux en danger. Il n'y avait aucun danger qu'elle les attaque avec 6 fusils poignés. Et quand même, on a décidé de tirer sur elle. Je crois que c'était absolument superflu. Ça, c'est un très mauvais exemple. Il y a des cas où l'usage de la force a été excessif. Absolument, absolument. Il y a des cas où et maintenant, il faut penser aussi, en plus de l'aspect moral, il faut penser que tout ça passe à la télévision. Tout ça est vu dans les chaînes, etc. Et là, il faut penser à ça aussi. Ça cause des dégâts considérables à l'image d'Israël, en plus de l'aspect moral. Donc il faudrait quoi? Il faudrait justement, dans certains cas, peut-être qu'on a été trop loin. Vous êtes d'accord? Il y a parfois des bavures. Vous savez, lorsque on se trouve dans une situation, un policier ou un soldat se trouve dans une situation où ce sont des questions de vie ou de mort, nous sommes maintenant sur un plateau de télévision climatisé en train de discuter philosophiquement de ces questions, mais quand on est sur le terrain et qu'on a à gérer des questions de vie ou de mort, on n'est pas toujours en mesure de faire le bon jugement quand il faut sauver la vie des gens. Maintenant, on est effectivement, vous l'avez dit, à l'ère médiatique. Et dans cette ère médiatique, il y a souvent des mises en scène et des manipulations qui sont faites par les Palestiniens
Mahmoud Abbas, hier, a voulu nous faire croire, n'est-ce pas, que ce terroriste de 13 ans avait été éliminé par Israël sans aucune raison. Mais il y a des manipulations médiatiques qui se répètent, on les a vues, ça a commencé avec la première guerre du Liban en 82, évidemment, pendant la deuxième intifada, où le symbole par excellence a été l'affaire Al-Doura, mise en scène par le caméraman de Charles Anderlin, et qui a fait un tort énorme à Israël. Et ces manipulations, une fois qu'elles sont faites, c'est très difficile à réparer. Là aussi, différence entre Israël, pays démocratique, et régime non démocratique comme l'autorité palestinienne, nous ne faisons pas ça, ce genre de manipulation mensongère dans les médias. Ça fait partie également du talon d'Achille d'un pays démocratique. Il faut savoir effectivement se battre avec une main derrière le dos, comme l'avait dit une fois le président de la Cour suprême, Aaron Barak, mais ça ne signifie pas qu'il faille laisser passer les mensonges et les manipulations. Oui, je vous fais remarquer que la scène avec cette jeune Palestinienne à Foula a été diffusée par la télévision israélienne et non pas par la télévision palestinienne. Et ça a été utilisé ensuite par les Palestiniens. D'accord, oui, écoutez, on ne peut rien y faire. Il y a quand même une nuance entre l'intervention directe pour prévenir un meurtre et quand on tire sur un blessé qui est neutralisé et qui est déjà par terre sur le trottoir. On a vu ça aussi à la télévision israélienne. Donc je crois que dans ces cas-là, il y a un excès d'usage de force quand ce n'est pas absolument nécessaire. Alors, je voudrais qu'on évoque également un des autres aspects de cette vague de terreur. C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire à Jérusalem-Est, où on a installé ces blocs de béton pour filtrer les entrées et les sorties. Est-ce que tout ça n'est pas en train d'acter finalement une séparation d'une ville qui ne peut pas être unifiée comme le voudraient peut-être certains en Israël? Est-ce qu'on n'est pas là en train de toucher les limites d'un projet qui est peut-être de l'utopie? Vous savez, de la même manière, comme on vient de le dire, que quand vous êtes sur le terrain, que vous faites face en tant que policier ou en tant que soldat à des situations de vie ou de mort, lorsqu'un gouvernement est face à une situation dans laquelle il y a des attentats quotidiens, le gouvernement a le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire au maximum, ce qui, entre parenthèses, a été atteint ces 2 derniers jours, le nombre d'attentats. Les questions plus larges, on se les pose ensuite, mais pour l'instant, il y a des questions de vie et de mort. Savoir si cela va être interprété peut-être ou va être perçu comme une division de facto de Jérusalem, tout ça, ce sont des questions très intéressantes. Mais pour l'instant, nous sommes dans des questions de vie ou de mort, où le gouvernement fait son devoir. Et je rebondirai également, vous savez, sur le reportage très intéressant qui vient d'être publié, que vous venez de diffuser, sur ce congrès international avec la NASA à Jérusalem. Il a là aussi un symbole. C'est qu'à quelques kilomètres, vous avez ce congrès international où Israël est à la pointe de la technologie, signe un contrat avec la NASA, où le chef de la NASA vient en Israël en dépit de la situation sécuritaire. Et à quelques kilomètres, vous avez la partie est de Jérusalem qui s'apparente presque à Daesh et à la Syrie. Et lorsque Ehud Barak, l'ancien Premier ministre israélien, parlait d'Israël comme une villa dans la jungle, c'est beaucoup plus que cela. C'est une puissance de high-tech qui produit, qui crée, qui avance face à une société complètement moyenâgeuse qui a le culte de la violence et de la mort. Et là, il y a effectivement un clash de civilisation et nous sommes au cœur de ce clash. Bon, je crois que c'est une accusation très grave sur tout le Moyen-Orient, sur tous les peuples arabes qui cultivent le culte de la mort, absolument pas. Je serais ravi de l'entendre. Ah oui, je connais beaucoup d'exceptions. Je vous donne une exception tout à fait récente. Dans ces situations aussi graves que nous vivons maintenant, dans le centre hospitalier, le centre où je travaille, l'hôpital Sheba, nous avons eu cette semaine 11 médecins de Gaza, 11 chirurgiens, enfin chefs de service d'urgence à Gaza, qui sont venus pour un cours intensif de soins intensifs pour les services d'urgence, qui ont passé 3 jours chez nous. Et je dois vous dire que ça crée une atmosphère d'entente, je dirais même d'amitié et de compréhension extraordinaire. Vous savez, je circule beaucoup dans les territoires. Je suis dans l'organisation des médecins pour les droits de l'homme. Nous avons une clinique, un dispensaire mobile qui se rend chaque semaine dans les territoires. J'ai des contacts directs, non pas avec les dirigeants, mais avec des centaines et des milliers de Palestiniens. Et je vous assure que ce qu'ils m'affirment tous,
sans exception. Pendant des années, je fais ça pendant 20 ans, ce qu'ils veulent, c'est la paix, c'est de vivre librement, de nourrir leur famille. Et ils ont beaucoup la nostalgie du bon temps avant la première Intifada, quand ils venaient en Israël, quand ils travaillaient, ils gagnaient bien leur vie. Absolument. Ils invitèrent leurs employeurs. Avant que l'on crée l'autorité palestinienne qui a créé cette situation, mais vous ne faites que confirmer ce que je viens de dire. Pourquoi ? Parce que la coopération médicale dont vous parlez, qui est très bien, c'est dans un hôpital israélien. Trouvez-moi un hôpital arabe dans le monde, arabo-musulman, où il y a des médecins juifs qui sont invités. Est-ce qu'il y a des unités mobiles médicales que vous venez de créer, qui sont des unités mobiles israéliennes? Est-ce qu'il y a des unités saoudiennes ou autres qui vont en Syrie aujourd'hui pour sauver les Arabes? Non, les réfugiés arabes ne vont même pas là-bas, ils ne sont même pas acceptés. Donc ce que vous décrivez est très bien, mais ce sont des initiatives israéliennes et il n'y a pas d'équivalent dans le monde arabe. Et c'est ça la tragédie du monde arabe. Je m'oppose d'une façon tout à fait catégorique à faire ces comparaisons. Je ne veux pas être comparé à la Syrie, je veux être comparé à la France, je veux être comparé au Danemark. Je dis que vous ne voyez pas, vous refusez de voir la différence. C'est-à-dire que ce que vous décrivez, c'est très bien, mais la tragédie, c'est que l'équivalent n'existe pas dans le monde arabe. Eh bien, je ne demande pas un équivalent du monde arabe, je demande que nous nous comportions d'une façon... Entièrement d'accord avec vous, mais ne soyez pas naïfs sur ceux qui nous entourent. Non, je ne suis pas naïf du tout, je connais très bien la situation au Moyen-Orient. Et je dois vous dire qu'il n'y a aucune excuse pour ces actes de terrorisme et de barbarie. Mais quelle est la solution? La solution, ce n'est pas de faire des discours inflammatoires, de blâmer les Palestiniens ou de les opprimer encore plus. Il y a des causes de base. Les causes de base qui causent l'inflammation actuelle du conflit, c'est vraiment la vie impossible, la vie misérable et humiliante des Palestiniens pendant 45 ans d'occupation israélienne. Ça, c'est le problème de base, qu'il faut considérer. Vous reprenez mot à mot la propagande palestinienne. Écoutez, ce qui se passe en ce moment à Jérusalem, c'est une répétition exactement de ce qui s'est passé en 1929 avec le meurtre de Juifs. Alors qu'il y avait une occupation à l'époque en 1929. Vous allez tout de suite évoquer l'Holocauste et la Shoah, n'est-ce pas? Je ne parle pas, c'est vous qui parlez de ça, je ne parle pas, je compare deux cas comparables, à savoir qu'en 1929, où il n'y avait pas de soi-disant occupation, le dirigeant palestinien de l'époque, Raj Amin al-Husseini, a fait le même usage cynique de la mosquée d'Al-Aqsa en accusant les Juifs de vouloir la souiller. C'est exactement ce que fait Mahmoud Abbas aujourd'hui. Tous les attentats, ceux qui les commettent, revendiquent en disant, ils expliquent leur motivation, ils ne disent pas qu'ils se battent pour établir un autre État arabe. Ils disent non, nous sommes venus pour venger la souillure d'Al-Aqsa. Oui, c'est un fait. C'est un fait. Bon, c'est ce que vous présentez comme un fait. Je ne suis pas du tout d'accord que c'est un fait. Absolument pas. Vous savez, il y a 2 semaines, lorsque Etam et sa femme Neama Henkin ont été assassinés de sang-froid devant leurs 4 enfants, je le connaissais, c'était un étudiant à moi. Eh bien, ces meurtriers, c'était des gens du Hamas. Le Hamas ne se bat pas pour une solution de 2 États. Le Hamas est une organisation fondamentaliste qui en appelle au meurtre de tous les Juifs, qui veut un État islamique sur toute la Palestine historique et sur tout le Proche-Orient. Donc ne nous trompons pas. Je ne dis pas qu'il ne faille pas essayer de résoudre ce conflit, mais ne tombez pas dans le piège de la propagande arabe en disant c'est la cause. Parce que la cause profonde, c'est un fondamentalisme religieux. Et lorsque Mahmoud Abbas dit il faut venger Al-Aqsa, il faut libérer Al-Aqsa. C'est ça qui est évoqué par tous ces terroristes. Ils ne parlent pas de revendications politiques et de solutions politiques que nous essayons d'avoir depuis 22 ans. Et la solution que vous prônez depuis 1937, quand elle a été proposée la première fois par la commission Peel, elle ne cesse de fonctionner en théorie et d'échouer en pratique. Et parler à chaque fois de dire la solution. Malheureusement, cette solution, on n'arrive pas à la voir. Mais ne confondons pas la cause et les effets. Alors, je vous laisse répondre dans un instant, parce qu'effectivement, on touche là au cœur du problème, à savoir si c'est lié effectivement à un conflit politique ou religieux. Mais on va retourner à Jérusalem et notamment à l'hôpital Hadassah, où sont soignées la plupart des victimes de ces attentats. Cyril Amar, on vous retrouve pour faire avec vous un nouveau bilan, parce qu'on sait, et c'est la particularité de l'établissement qui se trouve derrière, où que se trouvent à la fois là les victimes de ces attaques au couteau, des dernières, et puis également quelques-uns des terroristes qui ont mené ces attaques et qui sont soignés dans cet hôpital. Et oui, c'est peut-être le signe de toute la complexité et de toute la tragédie de ce conflit israélo-palestinien. Quasiment aux mêmes étages sont soignés ce soir Ahmed Mansara, le jeune terroriste qui a poignardé grièvement 2 Israéliens lundi dernier. Et puis, donc, vous l'avez dit, cette jeune victime de 13 ans, Nahor Shilav, qui est toujours entre la vie et la mort dans les soins intensifs ici dans cet hôpital d'Hadassah Ein Kerem. Un hôpital qui est composé d'une certaine mixité sociale.
social, communautaire, puisque à la fois les patients, mais également les équipes soignantes, eh bien, elles sont composées de juifs et d'arabes. Il n'est pas rare de voir ici des chefs de service d'origine arabe soigner des patients juifs ultra-orthodoxes, ou bien le contraire. Donc, vous voyez, c'est très complexe comme situation. Et pour ce qui est du bilan, évidemment, 3 attentats en moins d'une semaine, dont les blessés sont arrivés ici à cet hôpital Nkerem. Ce que le porte-parole nous dit ce soir, eh bien, c'est qu'il y a un homme âgé de 76 ans qui est toujours dans un état critique. Il a été grièvement blessé lors de la double attaque à l'arme à feu et au couteau contre un bus perpétré dans le quartier d'Armon HaNatziv à Jérusalem. Une autre personne, malheureusement la femme d'une des victimes de cet attentat, est toujours hospitalisée dans un état grave mais stable. Et puis il y a cet attentat à la voiture bélier perpétré dans le quartier juif ultra-orthodoxe de Mea Shearim, qui a fait un mort, vous le savez, et dont un des blessés est toujours hospitalisé ici dans un état grave mais stable lui aussi. Et puis vous en avez parlé très certainement, on en a parlé sur notre antenne et puis dans votre édition, cet attentat de Pisgat Ze'ev perpétré par ce jeune Ahmed Mantzara, et dont les victimes sont ici, et le bourreau également, le terroriste qui a poignardé grièvement ces 2 civils israéliens est également hospitalisé ici ce soir. Un mot sur la situation à Jérusalem cette fois, Cyril. La journée a été étonnamment calme parce qu'on avait hélas l'habitude de ces attaques quotidiennes. Oui, 25 heures sans aucun incident enregistré ici à Jérusalem. C'est un fait plutôt rare depuis le 1er octobre, depuis le début des violences. Mais la police, Jean-Charles, reste sur le qui-vive. Une police qui va d'ailleurs obtenir le renfort dès dimanche des soldats de l'armée israélienne. 300 soldats vont être déployés pour prêter main forte ici à Jérusalem, notamment dans les transports en commun, dans les transports publics. C'est des scènes qu'on avait vues déjà durant la seconde intifada, des vigiles ou des soldats qui étaient qui rassuraient les citoyens israéliens dans ces transports en civil, des agents pénitentiaires également qui viendront soutenir l'effort de sécurité des policiers israéliens ici dans la ville de Jérusalem et dans la partie ouest, aussi bien que dans la partie ouest. Merci Cyril Amar en direct donc de l'hôpital Hadassah. On reprend donc avec vous cette discussion, Emmanuel Navon, Rafi Walden. On parlait de l'origine finalement de cette vague de terreur. Certains disent que c'est peut-être religieux, lié donc à Al-Aqsa, et qu'il y a... Mais il y a aussi le conflit politique qui demeure. Il y a des aspects religieux justement, et c'est une chose très importante, c'est qu'il ne faut pas, c'est que certains dirigeants et porte-parole israéliens, ils versent de l'huile sur le feu justement sur l'aspect religieux. Ça, c'est un aspect qu'il faut éviter dans toutes les conditions. Maintenant, Mahmoud Abbas n'est pas un porte-parole Mahmoud Abbas n'est pas un porte-parole religieux. Il est musulman, d'accord, mais il ne représente certainement pas le fondamentalisme islamique. Et ce qu'on risque de faire maintenant, on cible Mahmoud Abbas comme l'ennemi public numéro 1, et ça risque d'arriver une chose très grave, c'est qu'on risque de le détrôner, et ce qui le remplacera, c'est certainement pas un dirigeant palestinien plus modéré et plus pragmatique que Mahmoud Abbas, que ce sera quelqu'un de plus extrême que lui. Ça, c'est un danger qu'on entend. Mahmoud Abbas a fait beaucoup de choses. Les services de sécurité, vous savez qu'on coopère d'une façon remarquable avec les services palestiniens, avec les services de sécurité israéliens, et ça a évité, c'est nos services qui l'ont déclaré ouvertement, que ça a évité beaucoup de victimes de notre côté grâce à cette coopération. Si on regarde aujourd'hui la situation, Emmanuel Navon, est-ce que finalement certains ne sont pas tentés de se dire qu'il faut une séparation totale et que l'État binational qui est de fait acté un petit peu ces dernières années parce que le processus de paix est en panne et qu'on ne voit plus cette solution à 2 États, est-ce que ce n'est pas aussi la preuve que ce serait finalement une situation d'insécurité permanente pour les Israéliens si on restait dans cette situation? C'est exactement ce raisonnement qui avait motivé le retrait unilatéral de la bande de Gaza, en disant on ne peut pas rester ensemble, il faut se séparer. Il y a une certaine logique à cela, mais voyez le résultat. On a vu le résultat. Le résultat, c'est que quand il s'est retiré de la bande de Gaza, l'alternative, ça a été des dizaines de milliers de missiles tirés sur les civils israéliens, 3 guerres, des tunnels qui, si on ne les avait pas attrapés à temps l'année dernière, auraient fait des centaines de victimes. Et par conséquent, quand on réfléchit à une alternative, il faut réfléchir jusqu'au bout. Aussi bien pour les questions stratégiques que sur les questions morales. On parlait tout à l'heure de questions morales. Ça aussi, c'est une question qu'il faut prendre en compte. Lorsqu'on dit, quand vous dites par exemple l'occupation est immorale, très bien. Qu'est-ce qui est plus moral? Je vous pose la question. Contrôler la bande de Gaza
ou faire 2000 victimes tous les ans ou tous les 2 ans avec une guerre qui nous est imposée par le Hamas? Ça aussi, il faut se poser la question. Et par conséquent, faire le gros malin en disant « Ah, mais bien sûr, il faut une solution, il faut se séparer, etc. » Mais oui, mais on a déjà essayé, on a vu le résultat. C'est une situation très complexe. C'est une situation très complexe, mais vouloir apporter des solutions simples ou même simplistes, souvent ne fait qu'aggraver la situation. Il faut voir les choses en perspective historique, voir où est Israël aujourd'hui. On parlait de cette conférence tout à l'heure sur le high-tech et l'espace. En perspective historique, personnellement, je suis optimiste. Quand je vois Israël aujourd'hui et je vois le monde arabe, le temps joue pour nous. La situation est complexe, mais ça n'est pas une raison pour essayer d'apporter des solutions rapides et simplistes qui ne font qu'aggraver la situation. Je ne peux pas accepter votre fatalisme que l'histoire doit se répéter. Absolument, puisque c'est arrivé en 1927, puisque c'est arrivé récemment, ça doit forcément arriver de nouveau. Je crois que nous devons investir beaucoup. Les précédents, il faut savoir les précédents. Oui, mais il ne faut pas céder aux précédents. Il faut avoir une politique vraiment très avancée et innovative et originale pour que ces précédents ne se répètent pas. Maintenant, vous parlez d'une solution simple. La solution simple et simpliste, c'est celle que le gouvernement israélien conduit, c'est-à-dire que quand un problème n'est pas résolu par la force, alors il faut agir avec plus de force. Et ça, on l'a vu dans beaucoup de conflits internationaux. Les Français ont vu ça en Algérie, on a vu ça en Afghanistan. Il est impossible de continuer d'opprimer un peuple, 2,5 millions d'habitants dans les territoires en Cisjordanie et 1,8 million à Gaza, de continuer à les opprimer, les Gaza, emprisonner. on est parti déjà. Je vous rappelle que nous ne sommes plus à Gaza. Oui, mais ils sont en prison. Nous ne sommes plus à Gaza, mais nous sommes sur la frontière de Gaza. Et Gaza, c'est la plus grande prison du monde. Non, pas du tout. Écoutez, n'exagérons pas. Non. On a quitté Gaza. Et vous dites qu'on continue de les opprimer. On pourrait parler de Gaza séparément. La situation de Gaza maintenant, c'est un désastre, absolument, je sais sur le plan médical, c'est un désastre humanitaire de première catégorie. Mais nous ne parlons pas de Gaza, nous parlons des 2,5 millions de Palestiniens qui sont opprimés, qui sont sous notre contrôle. Ils sont sous le gouvernement de Mahmoud Abbas. Ils sont opprimés. Ils ont leur propre gouvernement depuis 1995. Ils continuent à être opprimés par la politique du gouvernement israélien, qui confisque leurs terres, qui limite leur confiscation de terres. Confiscation de terres massives qui ont été faites dans tout. Vous pouvez nous donner un exemple? Un exemple. Très important. Un exemple. Je n'ai pas une carte à vous montrer. Vous ne pouvez pas faire des accusations sans des preuves. Il y a des centaines et des centaines de kilomètres dans tous les villages que je visite pendant le musée médical. On me raconte, on me montre. On vous raconte. Oui, d'accord. Vous voulez dire qu'on a confisqué aucun territoire des paysans palestiniens? Non, vous exagérez. Vous vraiment. reviendrez tous les deux promis. Rafi Walden, Emmanuel Navon, merci.